Alors d'où viennent les déchets? Eh bien, vous voyez que les déchets, ben, c'est d'abord essentiellement les centrales nucléaires qui font de l'électricité. Il y a la recherche, hein. Les centrales nucléaires, c'est 60%. La recherche, c'est un gros quart. La défense, un peu moins de 10%. Et puis, il y a l'industrie non électronucléaire et le médical. Mais enfin, pour le médical, on dit 7%, mais euh, euh, il y a quand même des réacteurs de recherche qui travaillent pour la médecine. Et je pense que c'est là que ça se situe. Par exemple, le gros réacteur qui est en fin de construction à Cadarache, il va travailler pour la médecine et on le met dans les 27%. Hein. Voilà. Donc, voilà donc d'où viennent les déchets. Et ces déchets, eh bien, ils sont de trois catégories. Vous avez en bleu les produits de fission. Quand on passe un uranium 235 en lui envoyant un neutron, eh bien, on fait beaucoup de débris. Et il y a deux courbes en cloche dont les sommets sont euh, aux environs de 90. Ça sera avec au sommet le strontium 90 ici. Et puis un autre sommet, une autre courbe en cloche vers 130. Et le césium 137, par exemple, fait partie de ce paquet. Alors ça, ce sont les produits de fission. Alors, les produits de fission, il y en a énormément. Hein. C'est tout ce qui est en bleu, là. Il y a les lanthanides et puis tout le reste ici. Voilà. Et puis, vous avez en rouge les actinides. Les actinides, il y a plutonium d'abord, et puis les actinides mineurs, neptunium, américium et curium. Alors ceux-là sont produits par capture d'un neutron par l'uranium et ces noyaux sont instables et ils donnent par réaction ces produits-là. Puis vous avez en jaune les produits d'activation, les neutrons qui tapent dans la cuve du réacteur, eh bien, ils activent le fer, le chrome, le manganèse, le nickel, qui fait partie de l'acier de la cuve, et ça donne les produits d'activation. Voilà donc les trois produits qui sont en sortie produits par des rayonnements. Alors, qu'est-ce qu'on fait des déchets? On sait bien que toute activité humaine produit des déchets et que s'il y en a peu, on n'est pas empoisonné, mais s'il y en a beaucoup, on est empoisonné. Alors, il y a deux solutions. Ou bien on dilue les déchets, c'est ce que nous faisons tous avec nos voitures, c'est ce que les Allemands, les Français et tout le monde font avec leurs centrales au charbon, à pétrole ou à gaz, et puis on dilue dans l'atmosphère. Jusqu'à présent, on s'était complètement fichu de la pollution atmosphérique. Maintenant, on commence à y réfléchir. Puis il y a le confinement. Alors ça, le confinement, ben, ma foi, dans le nucléaire, dès le début, on a dit qu'il faut confiner. Parce que ces déchets sont tellement dangereux qu'on ne peut pas les laisser partir dans la nature. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la fondation Heinrich Boll a publié en 2015 a dit le charbon en Europe tue 18 000 personnes. Puis quand elle tue 18 000 personnes, c'est pas raccourcir la vie de 6 mois des gens. Elle raccourcit la voie de 10 000 Allemands de 15 ans, 15 années. Et l'Institut Paul Scherrer, qui est un institut scientifique en Suisse, dans le canton d'Argovie, l'Institut Paul Scherrer dit en Chine, c'est 300 000 morts par an dus à la pollution atmosphérique. Donc, euh, quand on parle de déchets, de la dangerosité des déchets nucléaires, il faut bien comparer avec la dangerosité du reste. Parce que les déchets nucléaires, jusqu'à présent, ils n'ont pas fait un seul mort. Et le charbon, lui, il fait 18 000 morts par an en Europe, d'après la fondation Heinrich Boll. Alors, voilà, les déchets radioactifs, moi, je travaille avec le CEA, je collabore avec le CEA depuis 1968. Et je peux vous dire que dès 1968, je me suis aperçu qu'on prenait très au sérieux le problème des déchets radioactifs au CEA. Et il y a eu toute
toute une série de services qui s'occupaient de ça. Et en 1979, le gouvernement a créé l'ANDRA, qui est un établissement public, industriel et commercial. C'est l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs. Et l'ANDRA, maintenant, est responsable des déchets. Et puis, on a eu des tas de services qui sont en bas, que je ne vous détaille pas, qui dépendaient ou du CEA ou du ministère du ministère de la Santé. Hein, par exemple, au moment de Tchernobyl, le SCPRI nous a abreuvé de tas de renseignements sur les radioactivités. C'était le ministère de la Santé. Et bien maintenant, tout ça s'est regroupé dans l'autorité de sûreté nucléaire, qui a été créée en 2006, qui est une autorité indépendante, je tiens à le signaler. Et je voudrais aussi signaler que la création de cette autorité de sûreté nucléaire, elle a beaucoup bénéficié du travail de nos députés que nous connaissons bien, Jean-Yves Le Déaut, député de Pont-à-Mousson, qui était un grand spécialiste, un scientifique, grand spécialiste du nucléaire, et c'est en partie grâce à lui que nous avons une autorité de sûreté aussi compétente. Alors, la loi de 2006, gestion des matières et des déchets nucléaires, a imposé à l'ANDRA de faire un plan national de gestion des matières et déchets radioactifs. Et puis, dès 2006, elle a confirmé le principe du stockage en profondeur des déchets de haute activité à vie longue, en suivant en cela la pratique mondiale, parce que aussi bien en Suède qu'en Norvège, qu'aux États-Unis et dans d'autres pays, on considère que le stockage en profondeur des déchets à vie longue est la solution la plus sûre. Alors, de quoi sont composés ces déchets? Chaque année, on décharge des réacteurs environ 1150 tonnes de combustible usé. Une tonne de combustible usé, c'est essentiellement de l'uranium, hein, alors évidemment d'uranium 238, mais qui, lui, ne s'est pas transformé en plutonium. Et puis un peu d'uranium 235, parce qu'on ne fissionne pas tout. Hein, il en reste toujours. Et d'ailleurs, dans cet uranium qui reste, qui est appauvri, eh bien, on pourra retraiter encore l'uranium 235 si on le veut. Les produits de fission, on en a 34 kg par tonne, 10 kg d'uranium. Alors cet uranium, il est très intéressant parce qu'on peut le réutiliser pour faire de l'électricité. Et puis, il y a des actinides mineurs, le neptunium, l'américium et le curium. Alors ceux-là, on ne sait pas quoi en faire. Hein. Il y en a 800 grammes, mais ils ont des périodes très longues. Donc, ils vont nous ennuyer pendant très longtemps. Donc, il faut faire quelque chose avec eux. Alors, voilà l'inventaire radiotoxique tel que je l'ai trouvé dans une publication du CEA. Enfin, c'est un inventaire extrêmement classique. Alors, ici, en ordonnée, en échelle logarithmique, vous avez l'inventaire radiotoxique en sievert, donc en énergie, par tonne de métal lourd initial. Hein, et puis, en abscisse, vous avez le temps, ça va de 10 ans à 1 million d'années. Alors, vous avez ici tout ce qui sort du réacteur, eh bien, ça suit cette courbe au-dessus, et vous voyez qu'au bout d'1 million d'années, eh bien, on est encore, c'est pas nul, mais c'est pas très fort, mais il y a encore de la radioactivité. Alors, ici, vous avez une horizontale que je voudrais un peu passer sous silence parce que elle reflète la radioactivité du minerai d'uranium naturel. Alors, je sais bien que le minerai d'uranium naturel n'est pas très radioactif, mais comme il y a des minerais à 300 grammes à la tonne, des minerais à 1 pour 1000 ou des minerais à 20%, moi, je ne sais pas quelle est la teneur de ce minerai, donc je voudrais laisser tomber cette horizontale et je vais plutôt prendre des cendres de charbon. C'est Gérard Bonhomme qui m'a donné cette valeur. Les cendres de charbon, vous savez que le charbon est radioactif, faiblement radioactif, mais comme on en consomme des quantités considérables, ben les cendres, elles sont radioactives. Par exemple, la centrale de Pont-à-Mousson envoyait ses cendres au nord-est de Pont-à-Mousson et on remplissait une vallée de cendres. Et bien ces cendres, elles ont un inventaire radiotoxique qui va de 10 puissance 5 à 4 10 puissance 4, ce qui n'est pas nul. Alors,
voyons donc ça nous sert de référence où se trouvent ces centres de charbon. Vous voyez donc qu'ici, on a la radioactivité totale du combustible usé. Ici, vous avez une courbe qui est collée quasiment à cette première courbe, c'est celle du plutonium. Ce qui veut dire que si on note le plutonium, on retombe dans les actinides mineurs. Et alors là, on est déjà beaucoup moins radioactif. C'est-à-dire qu'on arrive au niveau du charbon aux environs de 80 000 ans. On y gagne énormément. Et puis, ça, c'est en rouge, sont les produits de fission. Ben, les produits de fission, au bout de 300 ans, c'est quasiment terminé. Hein. Donc, vous voyez donc tout l'intérêt de traiter, de faire de la chimie, de faire le traitement de ces combustibles usés. Alors, à La Hague, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on récupère l'uranium et le plutonium, c'est 80%, 96% du combustible usé, pour faire du nouveau combustible. Et ce nouveau combustible, ben, il produit 10% de l'électricité du pays. Et on sépare les produits de fission et les actinides. Hein, on en fait un paquet complet. Ce sont les déchets de haute activité à vie longue. Eux, on les dissout dans du verre. Et puis, tout ce qui a contenu les pastilles d'uranium dans les crayons de combustible, eh ben, on les cisaille. C'est du zirconium, mais qui est activé, des graines de zirconium activées. Donc, ça donne des déchets de moyenne activité à vie longue. Alors, on classe les déchets en 3 catégories. Une catégorie qui est unique au monde, la très faible activité. Alors ça, je trouve cette, pardonnez-moi l'expression, mais je trouve que c'est une absurdité, parce que des déchets, l'autorité de sûreté nucléaire, il y a 20 ans, a dit tout ce qui sort d'une installation nucléaire de base doit aller en déchets, quelle que soit sa radioactivité, même si elle fait. Alors, ça n'a pas beaucoup de sens, parce qu'on met dans le centre de Morvillet des déchets qui sont quasiment pas radioactifs. N'oubliez pas que les agriculteurs, quand ils mettent des phosphates comme engrais dans leurs terres, eh bien, ces phosphates sont souvent beaucoup plus radioactifs que certains déchets que l'on met au centre de Morvillet. Donc, il faut être sérieux. Et moi, à mon avis, ça devrait être supprimé. D'ailleurs, le député Jean-Yves Le Déaut avait dit ces déchets, il n'y a qu'à les mettre en remblai dans les routes. Et chaque fois qu'on a besoin de faire de remblai, ils ne gêneront personne. Bon, c'est comme ça, on les met en centre de déchets. Ensuite, il y a les déchets de faible et moyenne activité à vie courte. Ben, c'est tout ce qui, les gants, tout ce qui sert dans la vie courante d'une installation nucléaire. On les met au centre de Soulaine, c'est bétonné. Et là, dans 30 ans, eh bien, il y aura plus, dans 300 ans, il n'y aura plus rien, puisque la période elle est inférieure à 31 ans. Et puis, il y a les déchets de haute activité, moyenne activité à vie longue. Alors, c'est ce que je vous disais. Donc, la haute activité, c'est les actinides mineurs et les produits de fission. La moyenne activité, c'est les tubes dans lesquels étaient les pastilles d'uranium dans dans le combustible. Eh bien, c'est le projet CIGEO. Alors, les colis de déchets, voilà un colis de déchets en inox qui contient 400 kg de verre dans lequel sont dissous 70 kg de déchets. C'est un verre borosilicaté extrêmement résistant. Il ne sera pas attaqué avant 10 000 ans. Et puis la dissolution sera très lente, et même on a étudié sa dissolution, comme il se recouvre d'une peau imperméable. Au moment de la dissolution, la diffusion de la roche haute sera extrêmement lente. Et voilà où on va mettre, où est prévu le projet CIGEO. Vous voyez sur ce bloc diagramme géologique de la Lorraine, Nancy est ici, sur les argiles du Lias, hein, ce Lias qui donne donc ces roches bien connues de Ludre, etc., où on a trouvé d'ailleurs
des dinosaures à l'hydre dans le Lias. Et puis, vous avez les côtes de Moselle, les calcaires du plateau de Brabois. Puis à Toul, vous avez le Calaireau oxfordien. Toul Contreville, le Calaireau oxfordien, c'est ça qui se trouve à 500 mètres de profondeur à Bure, où on veut mettre le centre de stockage des déchets de haute activité à Villongue. Et puis au-dessus, il y a l'Oxfordien calcaire, c'est les côtes de Meuse. Alors, ce Calaireau oxfordien, il est vieux, 163 millions d'années. À l'endroit de Bure, il n'a absolument pas bougé depuis 160 millions d'années. Alors, à l'ouest, au nord et à l'est, il y a des failles, évidemment. Mais on a un triangle où ça n'a pas bougé depuis 160 millions d'années. Les pressions est en gros de 150 mètres en moyenne. La profondeur est de 500 à 600 mètres. Alors, ce sont pour la moitié, en gros, des argiles. Mais en plus, ici, ce qui a été très intéressant, il y a du carbonate et du quartz, ce qui fait que cette roche, qui est imperméable, très imperméable parce qu'elle contient des argiles, elle est quand même suffisamment solide pour faire des travaux miniers sans que ça soit trop compliqué. Donc, on peut faire des galeries, des puits, sans que ça soit trop compliqué. Et puis, en plus, elle contient de la matière organique et de la pyrite, donc elle est réductrice, ce qui n'est pas un défaut dans cette affaire. Alors, l'hydraulique de ce Calaireau oxfordien est absolument essentielle. Sa porosité, je ne vais pas tout décrire, mais la porosité est de 18%, donc elle est faible, et il y a 4 ou 5% d'eau libre. Mais cette eau libre, on a mis un temps fou à la prélever. Pendant des années, on était incapable de la prélever, donc on a modélisé sa composition chimique. Ça, les géochimistes savent très bien faire par les équilibres entre une solution aqueuse et les minéraux. On peut déterminer quelle est la composition de la solution aqueuse à l'équilibre avec certains minéraux. Eh bien, le jour où on était capable de la prélever et qu'on l'a analysée, eh bien, on est retombé sur les calculs des géochimistes aux erreurs d'analyse près. Alors ça, c'est merveilleux. Mais c'est merveilleux, mais c'est normal. Hein. La science produit des résultats de qualité. Ensuite, la perméabilité. La perméabilité, eh ben, elle est fantastiquement basse. 10 puissance moins 13 à 10 puissance moins 14 mètres secondes. Alors, la conclusion de tout ça, c'est que ici, vous avez le stockage dans le Calaireau oxfordien. Eh bien, les éléments qui vont quitter le verre, ils vont diffuser en direction du haut et du bas. Ils seront au milieu de la couche. Ben, ils vont mettre 200 000 ans pour arriver en haut et en bas. Et il n'y a que les éléments mobiles qui vont diffuser. Les actinides et les lanthanides, eux, vont rester sur place parce qu'ils sont extrêmement peu mobiles. Et d'ailleurs, non seulement la science nous le prédit, mais on a vu dans le gisement d'uranium d'Oclo au Gabon, où ont eu lieu, se sont produites des réactions nucléaires naturelles il y a 2 milliards d'années, eh bien, on a, dans les années 70, fait beaucoup d'études sur ces réacteurs nucléaires naturels, et on a vu que les lanthanides et les actinides n'avaient pas bougé de plus de 1 mètre des zones de réaction. Il y a les éléments moyennement mobiles, les cations, c'est pareil, ils vont bouger très peu. Et par contre, il y a les anions, l'iode 129 et le chlore 36. Alors, l'iode 129, je vais vous dire, hein, il a une période qui est de 16 millions d'années. Avec une période aussi longue, son activité, et donc c'est la conséquence de la grandeur de la période, son activité est extrêmement faible. Alors il aura une activité extrêmement faible et il va mettre 200 000 ans pour diffuser. Le chlore 36 a une période plus courte, 300 000 ans, mais lui aussi, il va diffuser, il va mettre 200 000 ans pour arriver au sommet de la couche. Alors, voilà donc ce qui se passe. Vous avez ici le débit molaire, mole par an, avec une échelle logarithmique, ça c'est 1 millième de mole par an, et puis le temps,
hein. Ici, on a 100 000 ans, donc on va arriver vers 300 000 ans au sommet de la couche, et le débit sera extrêmement faible pour le l'iode 129 et le chlore 36. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ici, vous avez les choses qui diffusent très lentement, et là, vous avez l'aquifère de l'oxfordien des calcaires, et là, vous avez l'oxfordien, l'aquifère du Dogger, des côtes de Moselle. Eh bien, dans ces aquifères, ça circule même beaucoup dans l'oxfordien inférieur, plusieurs dizaines de mètres par an. Eh bien, comme ça diffuse extrêmement lentement ici, tous ces iodes et ce chlore qui vont arriver vont être balayés par les aquifères, vont être dilués avec un facteur de dilution considérable, si bien qu'il ne va rien arriver aux populations animales, végétales, qui, dans 200 000 ans, seront dans les parages. Alors, j'en ai fini pour... oh, pardon, je me trompe dans le sens. Alors, voici le gisement d'uranium nucléaire d'eau clos. Hein. L'uranium se trouve ici. Et les zones de réaction nucléaire, il y a eu tout un paquet, il y a eu 7 ou 8 zones de réaction nucléaire qui étaient espacées sur, sur, sur ces grès. Voilà. Alors, en guise de conclusion, je voudrais vous dire que si un projet comme CIGEO ne peut voir le jour qu'avec le soutien des Français, il est absolument nécessaire d'expliquer les résultats des recherches. Et surtout, bien sûr, de montrer les risques réels de ce type d'installation nucléaire, mais de comparer les risques du nucléaire aux risques des autres énergies. Je vous ai dit que les risques sont infimes, que les déchets nucléaires, jusqu'à présent, n'ont fait aucun mort, alors que les déchets du charbon, du pétrole et du gaz font énormément de morts. Donc, il faut qu'il y ait une information basée sur des faits et éviter les informations erronées véhiculées par les associations antinucléaires et je dirais même par les médias. Je me rappellerai toujours de cette interview de Claire Chazal sur TF1 au moment de l'accident de Fukushima. Claire Chazal nous disant sans sourciller que l'accident nucléaire de Fukushima avait fait 20 000 morts. Elle confondait l'accident nucléaire avec le tsunami. C'est à mon avis grave quand les médias font des erreurs de ce genre. Voilà. Alors pour terminer, je voudrais vous dire que il y a des sources d'énergie sûres et propres, et puis il y en a qui sont moins sûres et moins propres. Alors à gauche, le degré de saleté, la pollution atmosphérique par térawattheure engendre 25 morts pour le charbon, 18 morts pour le nucléaire, pour le, le pétrole, et 3 morts pour le gaz. Le solaire, l'éolien et le nucléaire et l'hydraulique, c'est en centièmes de morts par térawattheure. Maintenant, en ce qui concerne le réchauffement climatique, l'émission des gaz à effet de serre, comme vous le savez, le charbon, c'est 820 tonnes par térawattheure, le pétrole, 720 tonnes, le gaz, c'est moins, mais c'est quand même 490 tonnes, c'est important. Et, eh bien, ma foi, le nucléaire, l'éolien et le solaire, c'est de 3 à 5 tonnes. Donc, et l'hydraulique, 34 tonnes, parce que les barrages, il faut quand même les construire avec du béton. Donc, pour moi, il n'y a pas photo. Les énergies renouvelables et le nucléaire sont importants, avec à ceci près que le nucléaire présente un intérêt important, c'est qu'il est pilotable. L'éolien, quand il y a un anticyclone, il n'y a pas de vent. Et le solaire, la nuit, il n'y a pas de solaire. Alors, pour preuve, je voudrais vous signaler ce qui s'est passé il y a quelques jours en Allemagne. Il y a encore quelques réacteurs qui fonctionnent, les réacteurs nucléaires en Allemagne. 4 gigawatts fonctionnent encore.
eh bien, ces 4 gigawatts, à un certain moment, pendant plusieurs heures, ont produit plus d'électricité que les 123 gigawatts d'énergie renouvelable, éolien et solaire. Donc, ça veut dire qu'il faut conserver de l'énergie pilotable si on veut satisfaire les besoins de la société. Et comme énergie pilotable bas carbone, il n'y a pas mieux que le nucléaire. Voilà. Alors, je voudrais remercier maintenant mes amis d'Orano qui vont aider dans cette présentation, mes amis les chercheurs du CREGU, Centre de recherche sur la géologie de l'uranium, avec qui j'ai travaillé pendant plusieurs dizaines d'années sur les gisements d'uranium. Et je vous remercie de votre attention.